France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver. C'est parti pour votre LGF avec une semaine chargée une nouvelle fois. Tiens, je vous donne un petit peu le programme de cette semaine. Et bien aujourd'hui, je serai avec vous pour vous accompagner, vous écouter plus que jamais. Vous aurez la parole évidemment. Demain, il y aura beaucoup de monde dans le studio. Il y aura Nassim Lachlache, il y aura Ossine Ras, Nadia Lazouni. Mercredi, nous serons avec Nargis Naoufi ainsi que Nadir Kaya. Jeudi avec Anan Zawani, Enver de Santos et Yasser Louati. Et puis vendredi avec Tarek Mami et Anissa Rigui. Voilà pour le programme de la semaine des intervenants de ce LGF. Jusqu'aux 18h, on va parler de 3 sujets aujourd'hui. De l'immigration évidemment et de l'Europe qui se divise et des sanctions potentielles pour les quelques pays qui ne veulent pas jouer le jeu. Tout à l'heure vers 17h30, on parlera évidemment de ce coup de filet, de cette droite extrême et de ces arrestations hier et de ces éventuels attentats contre la communauté musulmane. C'est ce que nous a appris donc le Parisien hier, qui a été répliqué par évidemment le journal Le Monde et une excellente enquête de Mediapart. Et puis dans un instant, on va parler de la Turquie avec Erdogan, n'en déplaise à la presse française, a été largement réélu, enfin largement, 52% en tant que président, obtient la majorité au Parlement grâce à une alliance, nous y reviendrons. Est-ce que selon vous, c'est la question du jour d'ailleurs que l'on pose, Erdogan est-il un dictateur, comme ainsi l'a qualifié la presse française? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel en nous appelant dans quelques 20 minutes, bien sûr au 01 40 33 9000. Mais aussi il y a du foot et vous le savez, c'est les derniers matchs de groupe qui débutent aujourd'hui. On est dans le groupe A, les matchs commencent donc désormais à 16h puis à 20h et nous sommes avec Nordine Salhi. Bonjour Nordine. Salut Christophe, salut à tous. Nordine, alors les matchs donc commencent à 16h, c'est la petite nouveauté pour ces derniers matchs de groupe. 16h avec 2 matchs en même temps pour la qualification en 8e de finale. Alors pour le groupe A, il n'y a pas vraiment de surprise, puisqu'il y a un match donc important pour la Russie, et puis un match pour le beurre, en tout cas pour l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Oui, comme tu viens de le dire Christophe, c'est que les 2 derniers matchs de chaque groupe, comme tout le monde le sait, depuis 1986 se jouent en même temps pour éviter tous les soupçons. Donc voilà, c'est le dénouement du premier groupe. Oui, exactement. Mais pas un grand enjeu, je veux dire, pour les deux matchs, soit le premier parce que les 2 premiers ils sont qualifiés, et même dans le foot, on essaye d'être le premier pour éviter le premier de l'autre groupe, sachant que le premier groupe, tout reste jouable puisque l'Iran, le Portugal et l'Espagne, tous les 3 pour prétendre d'être premiers dans ce groupe. On aura le temps dans la soirée de parler de ce groupe-là, mais revenons à ce groupe-là. Oui, l'Uruguay et la Russie se disputent la première place. Déjà, il y a des nouveaux puisque Suarez ouvre le score 1-0 pour l'Uruguay. Donc l'Uruguay est virtuellement premier dans ce groupe-là. L'Uruguay donc qui vient d'ouvrir le score après à peine 10 minutes de match. Exactement. Face à la Russie. Suarez donc pour l'ouverture du score. Et dans l'autre match entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, le dernier tour avant de faire les valises pour les équipes arabo-africaines, si j'ose les définir ainsi. Le match bien sûr entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui, on va avoir au moins on va dire une petite faveur, c'est qu'on va avoir le meilleur joueur, enfin le plus vieux joueur de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est que Issam Al-Hadri, le gardien mythique de l'Égypte, à 35 ans et 5 mois il détrône entre autres un certain Roger Milla qui a été plus vieux joueur de l'histoire de la Coupe du Monde en 1990, rappelez-vous, c'était en Italie à 42 ans et lui il était buteur à 42 ans, mais Issam Al-Hadri il commence il devient le plus vieux joueur de la Coupe du Monde. Donc pour parler de ce match-là, oui, on posait quelques questions par rapport à la participation de Mohamed Salah. Il est là Mohamed Salah. Un match, comme tu viens de le signaler mon cher Christophe, sans enjeu, mais je pense que juste après, il faudrait un bilan technique pour voir le pour et le contre de ce désarroi, de ces débâcles de nos équipes respectives. Bon, on le fera probablement dans la semaine, cher Nordine. Eh bien, n'hésitez pas en tout cas à rester avec nous. Vous êtes notre commentateur officiel pour évidemment nous donner les buts par but. Donc, premier but, on le rappelle, dans ce premier groupe, Uruguay-Russie, but de Suarez il y a quelques minutes, donc face à la Russie. Ce qui voudrait dire, pour l'instant, bien sûr, que l'Uruguay serait premier du groupe et affronterait donc le deuxième du groupe B,
qui vont se disputer ce soir. Je pense que ça va vraiment jouer entre le Portugal et l'Espagne. Et ces deux équipes d'ailleurs ont intérêt, cher Nordine, à marquer un maximum de buts. Ça fait flipper pour le Maroc, pour l'Espagne ce soir. Oui, parce que à l'heure où on parle, c'est égalité parfaite entre les deux équipes, puisqu'ils ont fait match nul à 3 buts partout et ils ont gagné chacune un but à 0 pour l'une comme pour l'autre. Donc les matchs de ce soir, ça sera à suivre de très près pour voir l'évolution des scores d'un côté et pourquoi pas on peut y aller jusqu'au voir un petit peu le fair play, voir le nombre de cartons pour départager les uns et les autres. On aura l'occasion tout à l'heure pour vous détailler un petit peu tout l'aspect technique et tactique de ces deux matchs. En tout cas, ça nous promet déjà de bons huitièmes de finale en perspective. Donc Uruguay 1-0, mais le match évidemment est loin d'être terminé. Nordine, vous nous rappelez évidemment dès qu'il y a un but et on fait le point à la mi-temps tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup Nordine Salhi, donc de France Maghreb 2. Voici le journal du Mondial. Mondial 2018. 16h30 sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. C'était Maître Gims. LGF, le grand forum, l'émission qui vous parle et qui parle de vous jusqu'à 18h avec vos appels bien entendu au 01 40 33 9000. Alors on va parler de Erdogan dans un instant sur votre radio France Maghreb 2 et de cette réélection pour Erdogan. Tout va bien pour lui, il obtient la majorité au Parlement, il a été réélu président de la Turquie. Et on va parler peut-être en amont de cette presse française qui nous a pratiquement fait croire hier matin qu'il allait ne pas être réélu, que ça allait être extrêmement dur pour lui. Et il le qualifiait pour la plupart d'ailleurs de dictateur. Tout la question du jour que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous partagez l'avis de la presse française? Est-ce que Erdogan est un dictateur selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2, sur Facebook donc, et sur Twitter aussi LGF officiel. Et pour l'instant, vous êtes complètement à l'opposé de ce que déclare et émet donc comme opinion la presse française au sujet de la Turquie et d'Erdogan. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis bien sûr, qui nous intéresse. On parlera tout à l'heure avec Yasser Louati du CGL de ce coup de filet donc et ces arrestations de cette mouvance d'extrême droite qui projetait de faire des attentats contre la communauté musulmane, notamment contre certains imams et notamment des femmes voilées prises au hasard. Faut-il s'en inquiéter? Est-ce que cela vous fait peur? On en parlera tout à l'heure avec vous au 01 40 33 9000 avec Yasser Louati. Et puis à 17h30 on parlera évidemment de cette Europe ô combien divisée sur la question migratoire, et notamment avec cette rencontre hier à Bruxelles qui n'a absolument rien donné. Faut-il imposer des sanctions pour les pays réfractaires qui ne veulent pas jouer le jeu? Il y en a 4 je crois de mémoire. En tout cas vous nous donnerez votre avis qui nous intéresse pour le coup. Et on suit, vous le savez, depuis 16h ces matchs comptant pour le groupe A, les derniers matchs du groupe. Alors vous le savez, la petite règle, c'est que les derniers matchs du groupe, ont lieu en même temps. Pourquoi? Vous vous rappelez certainement, pour les plus anciens d'entre vous, c'était, l'Autriche et l'Allemagne s'étaient arrangés pour faire un match nul, pour éliminer l'Algérie en 82. Du coup, depuis, il y a cette règle donc qui existe et qui, les matchs ont lieu en même temps pour éviter d'éventuels arrangements. Voilà, donc en Russie, Uruguay 1-0. 1-0 pour l'Uruguay. Et dans l'autre match qui compte pour du beurre, rappelons-le, puisque les deux équipes sont éliminées, que ce soit l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, but de Mohamed Salah qui va quitter la compétition en ayant marqué au moins un but. Donc puisque l'Égypte mène 1-0 face à l'Arabie Saoudite, Nordine Salhi qui suit pour nous les matchs viendra nous donner un petit peu la tendance et surtout nous dire comment ça joue. Est-ce qu'il y a de l'intensité dans ce match Égypte-Arabie Saoudite, bien qu'il n'y ait pas d'enjeu? On en parlera avec lui tout à l'heure. Bien sûr, on suit ça de près. Puis ce soir, il y a des matchs importants, bien entendu dans le groupe B. C'est le fameux Portugal-Iran. Alors vous savez que l'Iran a une carte à jouer encore, c'est possible. Il faut pour cela qu'elle batte le Portugal et l'Espagne qui doit impérativement gagner aussi face au Maroc, qui, vous le savez, le Maroc est officiellement éliminé. Et en cas de victoire des deux équipes, à savoir Portugal-Espagne, ça va être vraiment très très compliqué parce que pour l'heure, les deux équipes sont à égalité en matière de buts marqués et de buts encaissés. Donc, et on pourra même aller jusqu'à le nombre de cartons reçus pour les départager. Ces deux équipes qui pourraient se qualifier donc pour les huitièmes de finale, à savoir le Portugal et l'Espagne. Voilà qui promet en tout cas de grosses intensités à venir. 01 40 33 9000
pour nous rejoindre et pour parler de Erdogan qui revendique sa victoire. Le dépouillement est terminé et selon le comité électoral, il a remporté donc la majorité absolue des suffrages. Le président sortant au pouvoir depuis 15 ans est donc réélu pour un nouveau mandat de 5 ans avec des pouvoirs largement renforcés. Une victoire dès le premier tour avec plus de 52% des voix selon l'agence de presse officielle. Son parti, l'AKP, s'impose également au Parlement avec 42% des suffrages et formera donc une coalition avec son allié nationaliste du MHP. C'est donc un succès assez large finalement. Côté réaction, le président lui a tenu 2 discours cette nuit. Il a parlé de fête de la démocratie. Il a rappelé à plusieurs reprises que près de 90% des électeurs avaient voté hier. Il en a profité aussi pour tacler les vieilles démocraties occidentales où l'on vote beaucoup moins. Et ce matin, la presse qui est essentiellement, faut l'avouer, pro-gouvernementale, se réjouit de cette victoire du peuple. Comme le dit un quotidien, c'est une victoire historique, dit un autre. La révolution du 24 juin pour le quotidien islamo-nationaliste Yemin Jafak, qui titre « Et c'est reparti », peut-être le cri de soulagement après une campagne qui a été quand même beaucoup plus difficile que prévu pour Erdogan. Cela dit, donc le principal opposant, donc Mohamed Ridje, arrive lui en 2e position avec 30% des suffrages. Il reconnaît sa défaite, mais l'opposition dénonce tout de même des tentatives de fraude, notamment dans le sud du pays. Ce matin, le président russe, d'ailleurs, Poutine, salue, je cite, la grande autorité politique de Erdogan. Après sa réaction, vos avis nous intéressent sur ce sujet parce que hier matin et avant cette élection, nous avions une presse française qui était quand même à charge contre Erdogan, qui le qualifiait même d'ailleurs de dictateur et nous annonçait que ça allait être extrêmement compliqué pour le président turc de se faire réélire et qu'il pourrait y avoir donc des surprises. Surprise, il n'y a pas eu, puisque vous le savez, donc il a été largement réélu, plébiscité par le peuple turc. Cette démocratie fonctionne bien visiblement, et 90% des Turcs se sont déplacés pour aller voter, ce qui laisse évidemment, mais bien sans voix, beaucoup de peut-être pays où ils ont du mal à pouvoir faire sortir des éventuels électeurs. Notamment ici en France, par exemple 90% de participation, je crois que c'est du rarement vu, voire du jamais vu ici en France. Donc voilà, au moins il y a ce peuple turc qui se déplace, qui vote, qui s'exprime. Et je m'interroge moi sur le fait que la presse donc française ait qualifié Erdogan de dictateur. Alors c'est intéressant parce que lorsque Erdogan faisait le jeu des Occidentaux au moment du conflit en Syrie, ce n'était pas un dictateur. Maintenant que Erdogan a décidé de se rapprocher quelque peu de la Russie et de l'Iran, il devient tout d'un coup un dictateur. En tout cas, est-ce que vous partagez l'avis de la presse française? Vous nous donnez votre avis. Pour l'instant, vous êtes 90% à dire que non, Erdogan n'est pas un dictateur. C'est le sondage qui en ressort. Vous avez d'ailleurs beaucoup voté sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter. La majorité, là aussi, pense que Erdogan n'est pas un dictateur. Vous nous appelez évidemment pour nous donner votre opinion, votre avis qui nous intéresse pour le coup. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Alors bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, quel est votre prénom? Et le signe de Dijon. Ossine, c'est ça? Oui, c'est ça monsieur. Ossine, alors, est-ce que Erdogan est un dictateur et peut-être un petit mot sur cette réélection pour vous, Ossine? Moi, ce qui est de la part des Français, ça ne m'étonne pas. Ouais. Parce qu'on le sait que les Français ne veulent pas d'un président musulman très fort devant eux. Ouais. Ils veulent toujours des manettes à manier, c'est tout. Ouais, donc voilà. Et le président turc, il est aussi jalousé par le Moyen-Orient, par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, parce qu'ils ne veulent pas personne qui parle de l'islam. Parce que l'islam, apparemment, ça leur appartient. Alors, peut-être effectivement que vous avez peut-être probablement raison. Cela dit, Ossine est parti. Je rappelle quand même que Erdogan a réussi lors d'un meeting, à rassembler pas moins d'1 million de personnes. Qui peut se targuer d'avoir le même succès? Quel homme politique en France ou même en Occident peut dire j'ai réussi à rassembler 1 million de personnes lors d'un meeting? Quasiment personne, si ce n'est personne, parce que on se rappelle de Fillon qui avait eu du mal à faire venir 50 000 personnes place du Trocadéro. Donc voilà, Erdogan, c'est 1 million de personnes qui se sont déplacées pour l'un de ces meetings. Allô, 01 40 33 9000, vous continuez évidemment de vous exprimer, de nous donner votre avis, et toutes les opinions s'expriment. On peut être évidemment pour ou contre, bien sûr, et sur le fait de savoir est-ce
en tout cas un dictateur, en tout cas parce que c'est la presse française qui l'a qualifié ainsi. Bien, vous nous donnez votre avis qui nous intéresse plus que jamais. Allô, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Christophe. Bonjour cher docteur, comment allez-vous? Comment allez-vous? Bah, voilà, formidable. donc c'est pas mon avis, mais c'est une analyse que je vais vous le... Alors docteur, est-ce que c'est une bonne nouvelle la réaction de Erdogan? Non, c'est pas une mauvaise nouvelle non plus. Si vous voulez, il a changé le monsieur quand on a essayé de le déloger il y a un an. Oui, il y a eu un coup d'État qui a été avorté, évidemment. Voilà, donc là, c'est-à-dire que monsieur Taïmami, pour répéter ce qu'il a dit, le monde occidental s'est aperçu que l'Iran était chiite en 1978. Il l'a répété, rappelez-vous. Oui, mais là on parle de la Turquie, docteur, si vous permettez. Donc j'arrive pour oui. la Turquie. La Turquie, c'était les pôles qu'on appelle les pôles de l'OTAN contre l'Union soviétique. Mais si vous voulez, la Turquie, avec Jamaluddin Atatürk, et je vous apprends rien, ils ont mis la laïcité grâce aux Occidentaux pour neutraliser les Ottomans, depuis 1920. Donc, si vous voulez, il y avait une dictature militaire qui travaillait avec l'OTAN au-delà de la Deuxième Guerre mondiale contre l'Union soviétique et contre les pays qui ont suivi l'Union soviétique, tels que la Syrie, etc., etc. Plus tard, l'Algérie. Donc, si vous voulez, maintenant, les Occidentaux, ça les chagrine. C'est-à-dire, effectivement, lui, il a joué double jeu. Il faut dire la vérité. Les Arabes sunnites, les musulmans sunnites d'Arabie Saoudite et de Qatar, maintenant, ils sont indifférents avec lui. Donc, ce qui fait que maintenant, c'est vrai, 52, c'est pas absolu, c'est pas une dictature, c'est juste, il l'a arraché. Mais, si vous voulez, actuellement, les Occidentaux sont chagrinés parce que maintenant, si vous voulez, par rapport à il est central avec la Russie, la preuve, dans le nord syrien, il a fait sauter les Kurdes de Manbij il y a une semaine, rappelez-vous, et actuellement, il est main dans la main avec les troupes américaines contre même les Kurdes et les autres. Donc actuellement, c'est vrai, c'est un équilibre, mais c'est pas une réussite non plus pour les pays du Golfe. Hein. Ça, très bien. Bon, merci pour l'analyse, docteur, en tout cas. Oui. Allez, à bientôt, merci. Merci docteur. Oui, parce qu'on faut comprendre quand même un maximum d'auditrices et d'auditeurs pour s'exprimer, parce que le sujet est important quand même. Alors tiens, sur Facebook, c'est intéressant de voir que c'est partagé. Notamment Abdelmajid qui nous dit que Erdogan n'est pas seulement un dictateur, c'est un terroriste sanguinaire. C'est ce que nous dit de l'organisation des frères musulmans, c'est ce que nous dit Abdelmajid sur Facebook. Et un autre commentaire de Mourad qui nous dit ce n'est même pas une question à poser. Donc les médias français sont loin d'être un exemple selon Mourad. Vous pouvez vous exprimer évidemment et répondre surtout à la question. Je rappelle que 90% des gens sur Facebook pensent que Erdogan n'est pas un dictateur. Et contrairement à ce que pense la presse française, c'était intéressant de voir quand même que hier matin, la presse française nous disait voilà, Erdogan va certainement avoir de grosses difficultés à être et qu'on pourrait peut-être même avoir une surprise. Hein. Bon, ben voilà. Donc la presse française une nouvelle fois qui a montré encore une fois son manque d'impartialité, et pour le coup voilà, Erdogan effectivement a été réélu et on peut en penser ce qu'on pense chacun d'entre nous. Est-ce à dire que Erdogan est un dictateur comme le qualifie ainsi la presse? Votre avis nous intéresse. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, cher monsieur, votre prénom? Oui, bonjour, moi c'est Mehdi. Mehdi, tu nous appelles d'où, Mehdi? J'appelle de Paris. Oui, Mehdi, alors est-ce que Erdogan est un dictateur selon toi, Mehdi? Pour moi, c'est vraiment pas un dictateur. La Turquie, c'est un pays laïque. Il l'a prouvé sur beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets. Après, Erdogan, il y a un contexte particulier avec la Turquie, et vis-à-vis de l'Union européenne. Il n'y a pas que la France en général, hormis l'Allemagne, j'ai envie de dire. Mais si vous voulez, voilà, lui, il voulait rentrer dans l'Europe. Ouais. Donc, on va dire les Européens ont un peu une dent contre lui, et lui a une dent contre eux. Donc c'est pour ça que c'est un peu. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un dictateur, mais il est vraiment pas dictateur. Ouais, en tout cas pour toi, cher Mehdi, donc Erdogan n'est pas un dictateur. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la région, la réélection d'Erdogan? Pour moi, c'est tout à fait légitime, et c'est juste normal qu'il soit réélu. Ce qu'il a fait ces dernières années, réunir les Turcs, les Kurdes, il n'y a aucun pays qui peut faire ça. J'ai pas trouvé de pays qui fait ça. Et en plus de ça, lui-même c'est un pays qui combat le terrorisme. Il y a beaucoup d'attentats en Turquie. Et du coup, pour moi, c'est un bon président. Bon, donc, alors cela dit, il faut quand même rappeler, pour être tout à fait juste, quand même, que les frontières turques sont restées ouvertes
pour que les terroristes puissent passer assez tranquillement en Syrie. Ça, il faut le rappeler. Il y a eu peut-être des erreurs de commises de la part des Turcs, pour le coup, mais aujourd'hui, après notamment ce coup d'État qu'il a subi, avorté donc l'année dernière, je pense que là, il a pris conscience donc d'une éventuelle déstabilisation et qu'il a tout recentrer les pouvoirs, et on assiste donc aujourd'hui en Turquie à un scrutin hyper présidentiel, donc puisqu'il n'y a plus de Premier ministre, c'est le président lui-même qui va choisir ses ministres. Merci beaucoup Mehdi en tout cas pour votre appel, à très bientôt. On retourne du côté du sport et du football, puisque vous savez on vit en ce moment même les derniers matchs du groupe A entre la Russie, l'Uruguay et l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Il y a de nouveau Nordine Salhaï, rebonjour. Oui, rebonjour mon cher Christophe. Oui, exactement, ça bouge et ça bouge beaucoup dans les deux terrains. D'abord pour parler du premier match, la Russie contre l'Uruguay, deuxième but de l'Uruguay qui fait en quelque sorte le break avec un carton rouge pour Smolnarev, le joueur double carton jaune qui se traduit bien sûr avec un rouge. Et de l'autre côté, évidemment, Mohamed Salah à la 22e minute ouvre le bal sur un contre plutôt de l'équipe de l'Égypte. Et puis un penalty à la 39e minute pour l'Arabie Saoudite, mon cher Christophe. Et c'est Issam El Hadri, le plus vieux gardien, le plus vieux joueur de la Coupe du Monde qui arrête ce incroyable, incroyable. Donc 1-0 pour l'Égypte dans ce match-là. Et dans le deuxième match, 2-0 pour l'Uruguay. Même avec un penalty, ils n'arrivent pas à marquer les Saoudiens, hein, c'est incroyable. Merci. Oui, mais il y a le Hadri en face. Ouais, bah oui, forcément, c'est pas rien. Il y a de l'expérience, évidemment. Merci en tout cas, Nordine, à tout à l'heure. Donc on rappelle 1-0 toujours pour l'Égypte, but de Mohamed Salah. Et qui d'ailleurs, je vous apprends rien, c'est un peu fâché contre la fédération de football égyptienne. Là, je sais pas ce que ça va donner cette histoire. Et puis donc 2-0 pour l'Uruguay. Ça nous donne pour l'heure, cher Nordine, l'Uruguay, deuxième la Russie, troisième et éliminé malheureusement l'équipe de l'Égypte, et bon dernier de ce groupe-là, l'Arabie Saoudite avec 0 points. Ah, ça pourrait être sympa quand même, ces huitièmes de finale. Donc on peut imaginer, enfin on sait pas, entre l'Espagne et le Portugal et l'Iran, parce qu'en rappelons, Nordine, que l'Iran a une possibilité. Bien sûr, l'Iran a toujours son destin entre ses mains. Exactement. Il gagne le match contre le Portugal, qui n'est pas impossible, bien sûr. Donc, et ils peuvent même se présenter pour être premiers dans ce groupe. Donc alors, tout reste jouable dans ce groupe. Ça serait intéressant de voir un match Russie-Iran. Ah, bien des enjeux d'ailleurs. Pas mal. Merci Nordine, à tout à l'heure. À tout à l'heure, frère. On suit évidemment de très près ce qui se passe sur les terrains de foot, bien sûr, pour l'occasion de ces derniers matchs de ce groupe A. Pour une qualif en huitième de finale. Pour l'heure, donc premier Uruguay, deuxième Russie, qui affronteront donc les deux premiers du groupe B, qui jouent ce soir, je le rappelle, entre l'Espagne et le Maroc, et le Portugal et l'Iran. On retourne peut-être pour un nouvel avis du côté du standard au 01 40 33 9000 à propos de Erdogan. Est-il un dictateur? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui, en référence aux nombreux titres de la presse française d'hier. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom, cher monsieur? C'est Daoud de Royal-Malmaison. Daoud, comment ça va, Daoud? Bonjour, salam alaikum Christophe, comment tu vas? Notre Turc préféré, Daoud. Alors, ouais, ça fait longtemps. Bah oui, Daoud. Alors, toi, je suppose que tu es satisfait qu'Erdogan a été réélu? Exactement, quand on parle de la Turquie, j'y présent. Bah oui, mais avant toute toujours. chose, j'aimerais te souhaiter Aïd Mabrouk. Aïd Mabrouk à toi aussi, Daoud. Mais quand même, voilà, je voulais te le souhaiter. C'est très gentil. Alors, à propos de la question du LGF. Oui. Ma réponse c'est très bien, c'est non 3 fois. J'imagine, oui. Voilà, parce que déjà 80% de votants, c'est énorme. 2 fois 90, Daoud, 90. Ouais, 90, c'est vrai, avec les derniers résultats que j'ai, 2 fois plus que la France, c'est à noter. Et en plus, Mouharrem Ince, qui est le chef de l'opposition, a reconnu sa défaite, même s'il y a eu quelques irrégularités par-ci et par-là, quoi, dans le pays. Et une chose aussi à noter, c'est qu'on voit que le premier chef d'État à avoir appelé le président turc et le féliciter, c'était Mahmoud Abbas. Le deuxième, Poutine. Troisième, Rouhani, l'Iranien. Donc on voit qu'on est, même si, comme tu dis, on a eu des erreurs précédemment, mais on voit que là, on commence à revoir qui sont nos vrais alliés, qui sont nos vrais ennemis, quoi. C'est ça, et c'est pour ça peut-être que cela s'explique, en tout cas, que la presse
occidentale en l'occurrence et en général traite Erdogan de dictateur parce que effectivement il a changé sa stratégie et d'allié, et forcément ça ne plaît pas aux chancelleries occidentales, européennes en l'occurrence. Merci beaucoup Daoud en tout cas, et merci. on suit ça de très près bien sûr, parce que ça peut avoir une importance quand même capitale dans la région pour les quelques conflits à venir ou voilà. Merci beaucoup Daoud, à très vite notre ami Daoud. Allez, dans un instant messieurs dames, on change de sujet, on va revenir maintenant en Hexagone en France ici, parce qu'on a appris hier l'arrestation d'une dizaine de personnes et pas des moindres qui faisaient et qui font partie d'un groupe d'extrême droite qui envisageait, qui projetait des attentats terroristes. N'ayons pas peur du mot, amis médias, oui, employez le mot terroriste, attentat. Je sais que ça a un peu de mal dans votre bouche lorsque cela concerne les musulmans, et pourtant c'est bel et bien le cas. On en parlera avec Yasser Louati du CJL, cofondateur du CJL, parce que évidemment on commence à en savoir plus sur les intentions de ce groupe d'extrême droite qui envisageait donc de s'en prendre à des musulmans en France, à des imams, mais aussi à des femmes voilées, apparemment de manière totalement au hasard. Est-ce que cela vous fait peur ? Bien sûr, cette extrême droite qui se déploie, qui s'organise et qui souhaite agir. Heureusement qu'il y a eu la DGSI pour le coup pour surveiller, mais peut-être que d'autres groupes se préparent. C'est pas le premier avertissement. Cela dit, est-ce que cela vous fait peur, en particulier vous, mesdames? Vous nous appellerez dans un instant au 01 40 33 9000. C'est votre émission, le LGF. Vous l'avez compris, le ton est unique. Il est uniquement sur France Maghreb 2 entre 16h et 18h. Soyez les bienvenus, messieurs, dames. Merci d'être avec nous en direct. Le LGF, le grand forum, il est là, messieurs, dames. Ravi de vous retrouver. Je vous rappelle la question du jour à laquelle vous répondez, bien sûr, sur Facebook, sur Twitter, et en faisant référence à l'élection de Erdogan hier en Turquie, et cette qualification de la presse française qui qualifie ainsi le président turc de dictateur. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de la presse française? Vous êtes en grande majorité à dire que non, puisque 90% de votants pensent que non, Erdogan n'est pas un dictateur. Également sur Twitter, vous continuez en tout cas de répondre et de nous appeler bien sûr tout à l'heure dans Libertad pour nous donner votre avis. Et je rappelle également qu'on suit donc avec Nordine Salhi, notre commentateur foot, les derniers matchs de ce groupe A qui ont commencé. Le score à la mi-temps est de 2-0 pour l'Uruguay. Ainsi l'Uruguay terminerait premier du groupe A devant la Russie. La Russie qui a pris un joueur russe après un carton rouge et une expulsion donc. Et dans l'autre match, un match qui compte pour du beurre certes, le score est de 1-0 pour l'Égypte et un penalty saoudien arrêté par le gardien qui est d'ailleurs le plus vieux gardien du mondial en ce moment, égyptien, qui a fait une énorme parade face aux Saoudiens qui n'a pas pu donc mettre au fond ce penalty. Nous sommes avec Yasser Louati, le cofondateur de CJL. Yasser, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Yasser, j'avais tenu à t'inviter pour parler de cette affaire qui est sortie hier dans la presse et cette arrestation d'une dizaine de personnes, donc de l'ultra-droite, de l'extrême droite, qui projetait visiblement de commettre des attentats terroristes contre la communauté musulmane. Et ainsi, on en sait un peu plus, notamment grâce à des articles de Mediapart. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, Yasser. Alors, quels sont les éléments que l'on a à l'heure où nous parlons? Alors, des faits, il y a eu un coup de filet qui a été opéré, donc on a la nouvelle ce matin, donc c'est des groupuscules. Là, franchement, le terme d'ultra-droite me pose problème, parce que ça pourrait en fait dédouaner l'extrême droite. On sait très bien qu'ils partagent les mêmes idées. Tu as raison, Yasser, extrême droite. Voilà. Et d'extrême droite, parce que bon, et dans ce cas-là, on inclut tous ceux qui sont justement à l'extrême du spectre politique français. Donc maintenant, on a ce groupuscule-là qui préparait des attentats, qui était quand même armé, qui avait son laboratoire d'explosifs, et qui en même temps employait le même vocabulaire que la classe politique française, à savoir cibler ce qu'on appelle l'islam radical. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'on n'est plus en fait dans une espèce de rhétorique marginale. Ils emploient le même vocabulaire qui est utilisé aussi bien par des personnes comme Emmanuel Macron que Manuel Valls, Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen. C'est ça qui pose problème, c'est qu'il y a une telle normalisation de la haine des personnes de confession musulmane que on emploie des termes fourre-tout sans jamais les définir, et dans ce cas-là, ça inclut toute personne. En gros, c'est toute personne de confession musulmane, réelle ou supposée, avec laquelle on n'est pas d'accord. Mais au-delà des armes qui ont été saisies et du laboratoire qui a été trouvé, c'est quand même le calibre des personnes qui ont été arrêtées. Oui. On parle de militaires et d'ex-militaires, de gendarmes toujours en fonction, on parle d'un ancien haut fonctionnaire, et dans ce cas-là, c'est des personnes qui ne sont pas seules. Toutes ces personnes-là viennent avec leurs réseaux respectifs. Ça veut dire que aussi bien la police que la gendarmerie que l'armée sont gangrénés
par cette idéologie mortifère qui n'est que en fait le reflet d'une idéologie comme celle de Daesh, c'est-à-dire en fait le spectre de la guerre civile et de la purification du territoire. Rien d'étonnant quand même, Yasser, quand on sait par exemple que dans la police, pratiquement plus de 50% de la police française vote FN. Exactement, donc c'est ça qui pose problème, c'est que au moment où on apprend par exemple que des personnes de confession musulmane ont été virées de la police, soi-disant pour prosélytisme, d'une, qu'est-ce que le prosélytisme selon la police, de deux, même si le prosélytisme n'est pas interdit par la loi, mais en même temps, on sait très bien que près de 52% des forces de l'ordre votent Front National. Et qu'en plus, nous avons un entrisme de l'extrême droite au sein des forces de l'ordre qui ne se cache plus. Ce n'est plus une espèce de conspiration secrète. Les forces de l'ordre sont sans arrêt séduites par les groupes aussi bien ce qu'on appelle la droite identitaire que l'extrême droite. Et là maintenant, si un groupe comme celui-ci a été arrêté, combien d'autres groupes clandestins n'ont toujours pas été arrêtés? Et le signal que cette arrestation envoie, c'est que ceux qui sont maintenant sur les radars ou qui ne sont pas sur les radars du renseignement, ben maintenant vont encore être encore plus attentifs à ne pas se faire remarquer et à ne pas faire de vagues. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'on a arrêté ces personnes, d'accord, ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour tacler cette idéologie qui gangrène la police française? Il ne faut pas oublier que en plein état d'urgence, lorsque la police manifestait, le meneur était une figure de l'extrême droite. Et ça, on ne s'en cache pas. Mais malheureusement, il n'y a pas une volonté de purifier les rangs de la police et de la gendarmerie de cette idéologie qui est plus anti-républicaine, mais qui n'a que pour idée d'en arriver à une guerre civile pour soi-disant purifier la population française. Alors, il y avait aussi dans ce projet, parce qu'on en sait un peu plus évidemment, notamment grâce à Mediapart qui a fait un article de 5 pages, assez bien détaillé d'ailleurs, des éléments que l'on connaît, notamment ce groupe envisageait de s'en prendre aux femmes voilées, et j'allais dire de manière un petit peu au hasard. Hein. Exactement, à force de diaboliser ces personnes-là, d'en faire l'ennemi de l'identité française, de la culture française, de la sécurité française, quand on a Gérard Collomb, qui n'est ni plus ni moins que le ministre de l'Intérieur, qui compare le foulard de Mariam Pouchtou, étudiante syndicaliste, à une personne qui recrute pour un groupe terroriste comme Daesh, lorsqu'on a le président lui-même, Emmanuel Macron, qui oppose le port du foulard à ce qu'il appelle la civilité française, et que toute la classe politique française s'accorde pour diaboliser ces personnes-là, et que, comble du cynisme, après chaque attentat terroriste, on nous parle de laïcité et par extension du port du foulard. Donc forcément, lorsque vous adoptez un discours qui fait de la personne qui porte un foulard l'ennemi de la nation, de son identité et de son histoire, il ne faut pas s'étonner qu'un jour ou l'autre, des groupuscules comme celui-ci veuillent passer à l'action. Et ce qui est inquiétant, encore une fois, Christophe, c'est que là, on ne parle pas de la racaille du bloc identitaire. On parle de personnes professionnelles, oui. Des personnes qui étaient en Irak, qui étaient en Afghanistan et qui reviennent avec des traumatismes et qui veulent expurger avec des actes de violence contre des citoyens ordinaires. Et pour terminer, c'est que j'ai pas l'impression que ça émeut beaucoup de monde. Et alors il y a une autre interrogation autour de cette affaire Yasser, c'est que la presse française, les journalistes françaises ont beaucoup de mal à employer des mots pour qualifier ce qui se passe de ce groupe qui a envisagé de commettre des attentats terroristes. Ah, on parle bien d'attentats terroristes. Là, ce sont des mots qui ne reviennent absolument pas dans les médias. Deux termes ne reviennent pas. Il y a le terme de terrorisme et de radicalisation. Oui. Donc moi, je suis désolé, lorsqu'on martèle à longueur de semaine terrorisme islamique, islamiste, etc., je suis désolé. Maintenant, il va bien falloir reconnaître que ces deux termes-là, terrorisme et radicalisation, sont exclusivement employés à l'intention des personnes de confession musulmane. Ce n'est pas un terme qu'on emploie, par exemple, vis-à-vis du bloc identitaire. Vis-à-vis de ces personnes-là, c'est du bout des lèvres qu'on parle de terrorisme. Certains médias n'emploient même pas le mot terrorisme. Et là, on ne parle plus de radicalisation. On ne parle pas de centre de déradicalisation de l'extrême droite. Là, c'est un événement comme si c'était un fait divers et on passe à autre chose. C'est extrêmement grave. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 2 ans, le renseignement intérieur s'inquiétait justement d'un espèce de guerre civile en France. Et c'est exactement ce que voulait Daesh. Ouais. Je renvoie les auditeurs à un article publié en 2015 et qui avait été repris par Wikileaks après janvier 2015.
et il parlait de la destruction de la zone grise. Et selon le théoricien de Daesh, il fallait commettre des attentats terroristes pour semer la panique, faire couler le sang, mais aussi pour mettre les personnes de confession musulmane qui vivent en Occident, qui sont chez elles, face à un choix. Soit ils s'allient avec Daesh, soit ils meurent avec ceux qu'ils appellent les apostats. Et donc, et ce langage-là est exactement le même que celui employé par les groupuscules qui ont été arrêtés aujourd'hui. Et Marine Le Pen, aussi bien que Manuel Valls, que Gérard Collomb, ont une lourde responsabilité dans la normalisation d'un discours de stigmatisation et de haine vis-à-vis des personnes de confession musulmane, et de faire de la personne qui porte un foulard le symbole de tous les problèmes de la France. Bah oui, absolument. Yasser, vous avez raison. En tout cas, tu as raison. Yasser Louati, qui est avec nous, le cofondateur de CJL. La DGSI qui visiblement donc a fait son travail, en l'occurrence, travail d'observation. Il y a eu donc une dizaine d'arrestations sur plusieurs endroits, en Seine-Maritime, en Corse, un petit peu partout en France. Des personnes qui sont en garde à vue pour l'heure, cela peut durer 96 heures. On va voir ce que ça va devenir pour l'heure. Mais force est de constater quand même, et on le rappelle, qu'il y a des mots qui sont absents dans l'analyse de cette affaire. C'est les mots terroristes et radicalisation, effectivement, parce que c'est extrême droite, ces crépuscules d'extrême droite qui, rappelons-le, enferment des gens, donc des gens qui sont en service dans la gendarmerie et dans la police, des anciens hauts cadres et hauts responsables de ces deux structures. C'est inquiétant, évidemment, mais tu as raison, Yasser, de dire qu'aujourd'hui le politique a une énorme responsabilité en ayant banalisé cette idéologie extrême, notamment en s'en prenant régulièrement, et je pense qu'il suffit pas de remonter très loin au foulard, notamment, et est-ce que, alors la question je vous la pose, messieurs dames, 01 40 33 9000, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous allez un petit peu maintenant peut-être modifier un peu votre comportement ou pas? D'ailleurs, Yasser, qu'est-ce que tu as à dire peut-être à ces femmes, en l'occurrence, qui sont, rappelons-le, les premières victimes de l'islamophobie? Quel comportement doivent-elles adopter? Est-ce qu'elles doivent être plus prudentes? Comment ça doit se passer pour elles, Yasser? Non, la première des défaites, ce serait en fait de changer son mode de vie parce que des terroristes le veulent. Donc il faut continuer à vivre sa vie, mais par contre, et là j'exhorte aussi bien les auditeurs que les personnes qui sont dans leur famille et leur réseau, il faut arrêter de croire que l'accès à l'équité et à l'égalité, c'est un acquis. C'est une lutte permanente. Il n'y a pas d'équité acquise parce que l'État a décidé qu'il en serait ainsi. Et donc, je vous invite à soutenir les acteurs associatifs qui luttent justement contre le racisme, contre les violences policières, parce que ce qui a, entre guillemets, évité que des groupes terroristes s'en prennent aux personnes de confession musulmane après chaque attentat, c'est parce que les représailles ont été exécuté par l'État lui-même. État d'urgence, perquisition, assignation à résidence, etc. L'État a été condamné, rappelons-le, l'État a été condamné, l'État français a été condamné, notamment pour des perquisitions abusives. Là, en fait, on remet en question la notion même d'état de droit en France. Ouais. Nous en sommes là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que les personnes de confession musulmane ou non, ou celles qu'on prend pour des personnes qui sont assimilées à des personnes de confession musulmane, vivez vos vies normalement. Mais de grâce, agissez, vous avez une large marge de manœuvre à des actions citoyennes, rejoignez les associations, soutenez les actions qui sont lancées, ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres et aux personnes qui n'ont pas encore été ciblées, n'attendez pas que votre fille ou votre femme se fasse agresser pour commencer à dire l'islamophobie existe. Elle est permanente, elle est au quotidien, il y a des personnes qui sont ciblées au coin de votre rue ou quand vous voyez dans la presse, mais ne croyez pas un instant qu'une agression islamophobe ou une agression raciste, négrophobe ou autre vous épargnera. Nous sommes tous sujets à des discriminations et à des actes de violence, aussi bien par l'État que par les personnes qui soutiennent une idéologie raciste. Le vivre ensemble est un combat permanent. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser faire en se disant ça finira par arriver. Merci Yasser Louati en tout cas d'avoir pris quelques minutes pour nous donner un petit peu ton impression en tant que cofondateur du CJL, le Comité Justice et Liberté. On se retrouve jeudi, non pas justice mais jeudi dans cette émission, cher Yasser, aux côtés de Enver de Santos et de Hanan Zawani. Salut Yasser, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Christophe. À bientôt. Allez, vos appels 01 40 33 9000. Est-ce que vous allez changer votre comportement et ainsi peut-être répondre à ce que veulent finalement ces terroristes d'extrême droite, ou alors est-ce que vous allez continuer de vivre normalement en ayant quand même une certaine observation, enfin en restant assez prudent, car comme le dit Yasser, il a raison, ça n'arrive pas qu'aux autres et n'attendons pas que ça arrive à votre femme, à votre fille, évidemment, parce que ces gens sont ultra violents et sont armés, on l'a vu, hein, donc dans ces arrestations. Salim, bonsoir de l'Essonne. Ouais, bonsoir. Salut Salim. Ouais, bonsoir. En fait, moi, c'est vrai que j'ai entendu cette affaire ce matin sur une radio concurrente, mais c'est vrai que là, je me pose la question et j'ai réfléchi et là, je me suis dit, tout ça, c'est en quelque part, c'est en quelque sorte, c'est un petit peu, je veux dire, c'est les médias qui ont en quelque sorte allumé la mèche. Parce qu'ils ont fait des débats concernant le Burkini, l'affaire Menel, l'affaire Médine, l'affaire Maria Pouchetou. Tous ces débats-là, ça a réveillé en quelque sorte la haine chez ces gens-là. Parce que ces gens-là, faut dire que moi, ce que j'ai entendu, ce sont des gens qui ont été arrêtés. Ils sont âgés entre 30 et 70 ans, je crois. Donc ouais, ça c'est le plus jeune, je crois, à 65 ans, si je me souviens. Ouais, je crois, 60 et quelques. Le plus ancien, il a 65 ans, et le plus jeune, je crois, aux alentours d'une trentaine d'années. Donc, vous voyez, on assiste quand même à différents profils. C'est vrai que moi, je pense que j'ai une question que je me pose. Et le CFCM, est-ce qu'ils ont Alors, je sais que le CFCM doit être reçu aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui. Ah, d'accord. Voilà. Mais bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas Salim pour votre commentaire et votre analyse. Pardon. Et à très bientôt. 01 40 33 9000. Qu'est-ce que cette affaire vous évoque? Est-ce que ça vous fait peur, clairement, messieurs, mesdames, en particulier, mesdames, mesdemoiselles, puisque vous êtes on rappelle, première victime de l'islamophobie avec le port du foulard. Puisque je rappelle que ce groupe projetait de s'en prendre à des femmes voilées, des femmes portant le foulard totalement au hasard. Vos appels 01 40 33 9000. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, bienvenue. Voilà, je voulais faire moi une petite remarque. Oui. Ça fait 3 ans que je me suis voilée maintenant. Oui. Alhamdoulilah. Oui. Par contre, j'ai eu un regard de mes amis qui avait littéralement changé de non-croyants. Par contre, maintenant qu'on s'est assuré la crainte, on devrait avoir la crainte de Dieu ou la crainte des gens. C'est qui nous protège? Oui. C'est une question. Oui, Donc, moi, j'invite à toutes les sœurs de garder leur fierté et leur dignité et de continuer à lutter, parce qu'aujourd'hui, c'est possible, c'est plus les hommes. Parce que là, l'auditeur précédent a fait référence au CFCM, qui parle à notre place, qui nous défend, qui nous défend aujourd'hui. Alors, c'est ma question. Est-ce que en apprenant cette information, vous avez eu quand même peut-être une question d'une fraction de seconde, une certaine peur qui s'est installée ou pas? Pas du tout, pas du tout. Comme je dis, je suis récemment voilée, donc j'ai pris confiance en moi à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, je pars du principe, avec tout ce qu'on lit, que les plus grandes batailles islamiques ont été remportées par des groupes qui étaient inférieurs au KFR. Je pars du principe que Dieu nous protégera en toutes circonstances. Et s'il fallait qu'une de nos sœurs ou moi-même soyons victimes de ces gens-là, on partirait en martyr. Donc soyez heureuses, tout simplement. Oui, bon. Si ça peut enlever la peur de certaines personnes, justement. Oui. Merci en tout cas pour votre avis, chère madame. 01 40 33 9000. Vos avis nous intéressent bien sûr, et c'est vrai que ça fait quand même froid dans le dos quand on voit et quand on lit l'article, en l'occurrence de Mediapart, qui est extrêmement assez clair sur les intentions de ce groupe, d'après les informations en tout cas qu'ils ont pu recueillir concernant leurs intentions. Eh bien, vous nous appelez en 01 40 33 9000. Est-ce que la peur s'est installée ou alors pas du tout? Est-ce que vous êtes comme l'auditrice précédente qui n'a absolument pas, ça ne les atteint pas? Eh bien, vous continuez de nous appeler 01 40 33 9000. Il fallait certainement pas minimiser donc cette extrême droite qui est agissante. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Oui, bonsoir madame, votre prénom? Latifa. Latifa, vous nous appelez d'où, Latifa?
De Marseille. Alors Latifa, je vous écoute. On vous écoute Latifa, allez-y. Oui, en fait, j'appelle justement pour vous dire qu'en tant que femme voilée, c'est vrai qu'on a toujours un peu peur. J'habite entre l'Italie et la France, donc la peur, elle est là toujours, mais c'est pas on ne devient pas forcément parano. Oui, bien sûr, oui, absolument, c'est pas une parano, c'est une peur légitime de toute façon. Oui, donc on sait qu'il y a justement cette islamophobie, elle est là, elle est silencieuse. Il y a toujours ces groupuscules, ces personnes qui justement nous veulent du mal, mais ça va pas nous empêcher de vivre et ça va pas nous empêcher d'avancer et de faire notre vie quotidienne comme avant, quoi. Mais c'est vrai qu'on devient un peu prudent. Rien ne va changer en l'occurrence pour vous Latifa, si j'ai bien compris. En fait, j'ai toujours été un peu prudente. Disons que là, ma prudence, elle va augmenter un petit peu. Mais non, je vais pas changer mes habitudes. Alors quand vous dites, Latifa, quand vous dites ma prudence va augmenter un petit peu, de quelle manière elle va augmenter? C'est-à-dire qu'on a toujours vu des vidéos sur Internet où des personnes voilées ou musulmanes, de confession musulmane dans d'autres pays européens qui ont été visées. Je pense notamment à une fille qui était en Allemagne et qui justement, elle était dans un métro, je pense, dans une bouche de métro. Il y avait des jeunes derrière elle qui l'ont poussée. Et justement, le message à la fin de cette vidéo, c'était d'essayer quand on est dans le métro, de pas marcher vraiment à côté des rails. Ouais, absolument. Par exemple, je me dis que je peux être visée, il peut y avoir une personne avec des intentions malsaines, et donc, voilà quoi. Je vais faire un peu plus attention, mais je vais continuer quand même de vivre. Bon, merci en tout cas pour votre avis, ma chère Latifa, et bon courage à vous. Restez bien à l'écoute de France Maghreb 2 du Grand Forum. À très bientôt, Latifa. À bientôt, au revoir. Et rappelons quand même qu'il y a deux mots absents lors du traitement de cette information, gravissime, de la part des médias, c'est le mot terroriste et le mot radicalisation. On peut parler d'une radicalisation de l'extrême droite, banalisée par des discours des politiques qui continuent de s'en prendre d'ailleurs de manière quotidienne ou presque au foulard, au voile. Eh bien, voilà un petit peu ce que cela donne. Ça donne l'organisation de quelques groupes radicaux d'extrême droite qui s'organisent et qui en temps commettent des attentats terroristes contre une certaine communauté, à savoir la communauté musulmane. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur, quel est votre prénom? Moustapha. Moustapha qui nous appelle Damien? C'est ça. Bon, alors Moustapha, toute cette actualité, absolument. Qu'est-ce que ça t'évoque, Moustapha? Moi, déjà, je suis content qu'on dise que ce sont des terroristes. Ah on le dit ici, Moustapha, mais on le dit pas partout, hein. Parce que quand j'entendais la radio, ils en parlaient de terrorisme. Ouais, bon. De l'extrême droite. Ouais. Et enfin, on le dit parce que oui, il y a du terrorisme islamique, on le sait bien, mais il y en a aussi du terrorisme de leur côté parce qu'il y en a qui... Excuse-moi de te couper, on vient d'apprendre qu'il y a une fusillade en cours apparemment du côté de Montpellier qui a fait 2 blessés graves, donc à suivre de près, on va voir ce que ça donne. Donc du côté de Montpellier, fusillade en cours. J'espère que ça va pas, qu'ils vont résoudre ça vite fait. Ouais. Et j'espère que c'est pas... déjà que ça sera pas là que ça vient pas de chez nous non plus. Qu'on distance les musulmans. Et j'espère que ça n'a rien à voir aussi non plus avec des gars de l'extrême droite qui préparent des attentats terroristes aussi, de leur côté, comme du côté de Daesh. Ce sont la même gamme. Pour moi, ils sont pareils. Daesh et eux, c'est la même chose. Ouais, alors c'est intéressant, c'est un petit peu le parallèle que faisait Yasser Louati il y a quelques instants, en comparant finalement ces illuminés de Daesh et donc de l'extrême droite, finalement, même combat quoi. Et oui, il y en a parce que moi, on regarde sur les réseaux sociaux, on tombe sur des posts et des commentaires, et quand je vois les commentaires, je m'amuse même pas à commenter parce que sinon je vais finir dans un débat, mais je regarde les commentaires, j'hallucine parce que c'est des propos, mais vraiment de haine, de appel au meurtre, appel à la guerre, non, et ce sont des gens d'extrême droite qui font ces propos-là. Ouais. Et moi ça me choque, alors que, par exemple, ce serait des gens de Daesh, et l'État ferait tout pour les interpeller et les condamner. Ouais. En tout cas, c'est un travail visiblement de la DGSI qui a observé l'organisation et un peu plus récemment d'ailleurs le passage à l'acte qui était apparemment imminent. Mais c'est pas parce qu'on arrête un groupe qu'il n'y en a pas d'autres qui sous-jacent et qui peut-être se préparent aussi. Il va falloir être très prudent et ne plus exclure donc cette possibilité de cette extrême droite
agissante, on le sait depuis de nombreuses années, hein, pour nous qui suivons un petit peu l'actualité. Mais n'attendons pas qu'il y ait un drame et que pour réagir. Donc voilà. Moi, franchement, je pense qu'ils devraient faire la même chose qu'ils ont fait avec les vidéos de Daesh qui sont sur le net. Et tu sais qu'ils arrêtent des gens comme ça et qui sont condamnés. Et ben, il y a des vidéos, il y a des gens qui appellent, des vidéos qui appellent au meurtre de musulmans qui circulent sur le net. Et ça devrait être interdit comme les vidéos de Daesh qui appellent au meurtre. C'est vrai. Merci Moustapha. Je suis content qu'on commence à constater c'est peut-être un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Absolument. Merci Moustapha en tout cas pour votre appel depuis Amiens dans la Somme. Allez, un dernier appel. On continue bien sûr de vous accueillir au 01 40 33 9000 pour que vous donniez un petit peu votre sentiment par rapport à cette actualité, à ces arrestations d'une dizaine de personnes en France qui projetaient de commettre des attentats terroristes contre la communauté musulmane, une extrême droite radicalisée. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, votre prénom, cher monsieur. Oui, c'est Bilal d'Orléans. Salut Bilal, on t'écoute. Oui. Oui, t'es en direct là ? T'es en direct, on t'écoute Bilal. Oui, moi je voulais juste remercier la soeur qui a parlé juste tout à l'heure d'Orléans. Oui. Barakallahu fiha, elle a bien parlé. C'est Dieu qui nous protège. Ouais. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Eh ben c'est dit Bilal. Même si on est en train de dormir, on sait très bien c'est qu'il nous protège, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Merci Bilal. Voilà pour réagir peut-être donc à l'auditrice de tout à l'heure. Vous continuez de nous appeler au 01 40 33 9000. On va parler aussi de ce qui fait aussi grand bruit dans les médias, c'est les migrants, l'Europe divisée plus que jamais avec des sanctions qui pourraient être pourquoi pas proposer aux pays réfractaires, ces pays qui sont au nombre de 4 en Europe qui ne veulent pas donc accueillir de migrants. Vous nous appelez pour nous donner vos commentaires 01 40 33 9000. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, c'est le LGF, le grand forum, l'émission qui vous parle et qui parle de vous jusque 18h avec évidemment ces 3 sujets que nous avons mis sur la table. Tout d'abord la Turquie avec cette information d'ailleurs, l'Union Européenne qui déclare à l'instant estime que la campagne électorale n'a pas été équitable après la victoire d'Erdogan donc hier à la présidentielle turque, législative aussi puisqu'il obtient une majorité donc au Parlement grâce à son alliance donc avec le parti avec lequel ils s'entendent plus ou moins bien. Quoi qu'il en soit, voilà l'Union européenne, la position j'allais dire officielle et la question du jour donc je vous rappelle après cette j'allais dire condamnation entre guillemets de la presse française qui déclare que Erdogan est un dictateur. Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est un dictateur? Vous êtes en majorité à dire que non. Vous n'êtes pas donc du tout d'accord avec cette presse française à 90% notamment sur Facebook et sur Twitter idem. Et puis bien entendu ces arrestations de l'extrême droite qui se radicalise pour le coup et qui projetait de commettre des attentats terroristes contre la communauté musulmane de France, des arrestations au nombre de 10 pour l'heure, des individus qui projetaient donc de commettre des attentats. Ils étaient armés visiblement, donc vous nous appelez là aussi pour nous donner votre avis et sur la gestion ensuite de l'Europe et des migrants. Rien ne va plus, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il faut imposer des sanctions financières pour ces pays réfractaires qui ne veulent pas accueillir de migrants? Eh bien, toutes ces questions, vous y répondez au 01 40 33 9000. Je vous rappelle également que nous sommes en plein cœur de ces derniers tours de cette phase donc du Coupe du Monde groupe, les derniers matchs de groupe. Voilà, je vais y arriver. Où la Russie donc affronte l'Uruguay. Pour l'instant, ça se passe pas terriblement bien pour la Russie et bien l'Égypte et donc l'Arabie Saoudite qui font un match pour le beurre pour le coup et c'est l'Égypte qui mène donc face à l'Arabie Saoudite. On fera le point tout à l'heure à la fin de ces premiers matchs. En attendant le groupe B ce soir avec Nordine Sarhi. Nous sommes avec Damien Charles. Comment ça va mon Damien? Bah écoute, ça va pas mal. Je vois que t'as même plus besoin d'avoir des chroniqueurs, que la boutique tourne à plein régime. Ah bah écoutez, elle a tourné avant que vous arriviez, elle tournera après et elle tourne avec vous. Ah bah oui, voilà. Et là ça fait vraiment plaisir de voir le standard est saturé et surtout beaucoup d'interventions très intéressantes. Alors j'ai pas pu tout entendre malheureusement, mais vraiment très heureux de voir autant d'informations diverses. J'ai appris plein de choses là en 1 heure. Et moi je voulais juste apporter 2 petites informations. Alors d'abord par rapport donc à la tentative d'attentat avorté anti-musulman.
Oui. En fait, ça ressemble beaucoup au retour de l'OAS qu'on avait pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire des groupes militaires et paramilitaires qui organisaient des attentats pour défendre l'Algérie française. Ouais. Et là, on revient à ce même type de modèle, et c'est logique qu'on y arrive parce qu'aujourd'hui, il y a une banalisation, voire une réhabilitation de ces groupes d'extrême droite qui ont sévi durant la guerre d'Algérie. Il faut quand même rappeler qu'on a un certain Robert Ménard à Béziers qui réhabilite des anciens terroristes de l'OS en mettant leur nom sur des plaques dans les rues. Ouais. Et je sais pas si tu te souviens, j'avais fait un avis tranché il y a quelques semaines qui s'appelait Un parfum des années 30. Ouais. Et voilà, on y est. On y est, on a des groupes paramilitaires d'extrême droite comme par exemple l'Action française qui refont leur apparition, qui passent à tabac des lycéens lorsqu'il y a des mouvements sociaux, etc., etc. Et on ne doit pas oublier quelque chose. Moi personnellement, je suis très fier de l'armée française et j'aime notre armée. Mais quand tu vas à l'école des officiers à Saint-Cyr par exemple, il faut savoir que les jeunes officiers chantent régulièrement des chants pétainistes. Il y a la réhabilitation d'anciens responsables de la Waffen-SS, et ces gens-là sont nos futurs officiers de l'armée. Ouais. Donc il y a toujours eu un vent réactionnaire dans les corps militaires en France qui persiste et qui aujourd'hui se banalise et mène à des espèces de groupes qui montent des labos avec des gens extrêmement expérimentés qui ont donc une formation militaire. C'est pas du tout le cas du clampin qui va prendre un couteau pour tenter d'agresser des gens dans la rue. Ouais. Et c'est ce qu'était l'OAS dans les années 60. Et ce qu'a dit la DGSI en 2016 dans son rapport annuel, c'est attention, c'est en train de revenir et il risque d'y avoir des dégâts. Et à l'époque, la presse leur a rayonné. Voilà, je voulais juste apporter ces infos-là, te faire un coucou et te dire donc je reviens d'Angleterre et je t'ai ramené un gâteau. Ah bah c'est sympa, un pudding. Ah non, pas un pudding, bien mieux que ça. Ah, bon bah écoute, j'espère que tu vas me l'apporter rapidement, hein, pour pas que... ouais, évidemment. Bon, sur moi. Bon, Damien, je sais que tu es un fin observateur aussi de ce qui se passe dans la région du Moyen-Orient et de ce qui s'est passé en Turquie, la réélection d'Erdogan. Logique, j'ai envie de dire. Ce qu'on a du mal à comprendre, non seulement l'opinion publique, mais aussi les gens de la presse, c'est que Erdogan, c'est le Poutine de la Turquie. C'est-à-dire que tous les deux, ils font un peu de la pâte à modeler avec les valeurs démocratiques, pardon. De temps en temps, ça nous paraît un peu limite, il y a du bourrage d'urne, etc. Mais c'est un homme qui est aimé et qui a la confiance de la grande majorité de sa population. C'est un homme qui a... Poutine oui. a fait... Allô ? Oui, c'est un homme qui a réussi à réunir, rappelons-le quand même, à toutes fins utiles, 1 million de personnes lors d'un meeting, ce qui est loin d'être le cas pour nos dirigeants ici en France, notamment. Erdogan est plébiscité par son peuple, tout comme Poutine est plébiscité également par son peuple. Absolument. Ils ont des âmes impériales, c'est-à-dire que Erdogan, c'est la continuité, c'est la permanence du sultan turc, mais c'est ce que veulent les Turcs. Et si les Turcs veulent ça, ils l'ont, et puis c'est tout. Et c'est pas à nous, Français de loin, à juger la manière qu'ils souhaitent avoir comme type de gouvernance. Ouais. Après, évidemment, oui, on peut poser des questionnements sur la liberté de la presse, sur le fait que des enseignants ont été incarcérés, etc. Tu connais ma position sur la situation des Kurdes, mais après, cette victoire, elle est logique. Ouais. Elle est logique, elle n'est pas du tout surprenante. Pas du tout surprenante, mais sur le fait que la presse française les qualifiait de dictateurs. Et du coup, j'ai posé la question à nos auditeurs, est-ce que pour vous, c'est un dictateur, Erdogan ? Majoritairement non, 84% sur Twitter, 90% sur Facebook. Est-ce que, selon toi, Damien, est-ce que c'est un dictateur, Erdogan ? Alors, je dirais oui. Je dirais oui, mais je rappellerai quelque chose, c'est quoi un dictateur ? Le mot dictateur, ça vient de la Rome antique, ça vient de l'Antiquité, et à l'époque, celui qu'on appelait le dictateur, c'est l'homme, au moment où la République allait très mal, il y avait de la corruption, il y avait la guerre, etc., c'est l'homme providentiel qu'on appelait, à qui on donnait tous les pouvoirs pour redresser le pays. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, des hommes comme Poutine ou Erdogan ont l'âme des anciens dictateurs romains. C'est-à-dire, ils sont là pour redonner de la fierté au peuple, redonner de la puissance à une nation qui a l'impression qu'elle a perdu de sa valeur et de sa superbe, ouais. et surtout
qui, en concentrant les pouvoirs, leur promettent un avenir meilleur. Et ça marche. Bon, oui. La vraie menace aujourd'hui pour Erdogan, c'est la situation économique de la Turquie. La situation n'est pas bonne et il va devoir trouver des solutions très rapidement parce que les gens comptent sur lui. Aujourd'hui, le tourisme se porte mal, l'économie de l'import-export également. Il y a eu beaucoup de difficultés liées à l'afflux des réfugiés en Turquie. Donc là, il est attendu au tournant quand même. À suivre donc. Merci beaucoup en tout cas, Damien. Bon, bah, tu reviens vite, mon pote, hein. Ben ouais, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Bon, merci Damien. Damien Charles. Allez. À bientôt. À très bientôt. Salut Damien. 01 40 33 9000. Voilà pour vos réactions, vos commentaires, vos avis sur les différents sujets que nous proposons aujourd'hui de dialoguer, de discuter. Erdogan, ce réseau d'extrême droite terroriste qui projetait des attentats contre les musulmans et en particulier aussi les musulmanes, celle en l'occurrence qui porte le foulard, eh bien vos appels au 01 40 33 9000. Cette Europe plus divisée que jamais, avec cette Europe qui peine à parler d'une seule voix avec ces pays réfractaires. Du coup, faut-il leur imposer une sanction financière? C'est la question que l'on peut se poser et que l'on vous pose. Dans l'actualité aussi, les réfugiés palestiniens, tiens, cette fois au cœur d'une conférence des donateurs aujourd'hui à New York, car l'UNRWA, l'agence onusienne sur la question, est en crise. Elle a besoin en urgence donc de financement pour continuer à aider les 5 millions de réfugiés palestiniens en Moyen-Orient. Depuis la décision américaine, vous vous en souvenez, de geler sa contribution, elle affirme traverser la pire crise financière de son histoire. 250 millions de dollars tout de même manquent à l'appel pour finir l'année et de nombreux services sont menacés à court terme dans les territoires palestiniens occupés où plus de 2 millions de personnes dépendent de cette aide de l'UNRWA pour l'éducation, la santé ou encore eh bien c'est l'inquiétude bien sûr qui prime et puis donc l'immigration qui déchaîne, vous le savez, les passions à travers le monde. Aux États-Unis, tiens, malgré la polémique, Donald Trump rappelle encore plus de fermeté. Le président américain souhaiterait que les migrants illégaux puissent être expulsés directement sans passer par la case justice. Nous ne pouvons pas autoriser ces personnes à envahir notre pays. Voilà ce qu'il a déclaré sur Twitter. Après sa volte-face la semaine dernière, censé mettre un terme à la séparation des familles de migrants à la frontière mexicaine. Plusieurs centaines d'enfants ont pu retrouver leurs parents ce week-end, mais ils sont encore 2000 aux États-Unis à être séparés de leurs proches. En France, donc, notamment ce coup de filet, on en parle avec vous, de ce coup de filet au sein de l'extrême droite radicalisée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir aux auditeurs, Kamel à l'appareil. Bonsoir, cher Kamel. Oui, alors moi j'ai beaucoup apprécié le précédent auditeur qui avait une transparence et une clairvoyance dans ses propos. Moi je le félicite et je le salue au passage. C'est Damien Charles qui est notre chroniqueur, c'est pas un auditeur, c'est un chroniqueur intervenant LGF. Ah oui. Bon bah alors merci Damien et bravo. Ceci étant, moi je suis effectivement très attentif à ce qui se passe et notamment par rapport à ces gens qui se sont organisés, ces groupuscules qui s'organisent, etc. Ouais. Alors là, il y a une réflexion. J'ai bien aimé le sujet qu'il a abordé, notamment sur l'OAS, etc. Ouais. Ça nous renvoie à une page de l'histoire de France pas très glorieuse, c'est clair, n'est-ce pas? Et moi, je voudrais quand même pouvoir dire que face à ce qui est en train de se produire, moi, j'interpelle les auditeurs et tous ceux qui nous écoutent. Vous savez que moi, je prône la paix depuis toujours dans mes interventions, ouais, mais ça ne fait pas de moi et de nous les idiots utiles. Donc, moi, je ne vais pas attendre que l'on vienne tirer sur ma fille ou sur ma femme, etc., etc. Ça pose question, tout ça. Ça pose question et de savoir que notre communauté est visée, nous ramenant à ces pages sombres de l'histoire de France, et notamment de ce qu'a vécu cette communauté également sémite, et je veux bien évidemment parler de la communauté juive de France, qui a subi ce que nous connaissons tous, et qui s'est terminé par la Shoah, etc., par ce gouvernement de Vichy, etc., etc. L'histoire va me donner raison. Donc je dis à toutes et à tous de faire très attention, de ceux et de celles qui aujourd'hui pensent ou se disent nous représenter, que là le danger est présent, est immédiat. Les services de police et de renseignement ont fait leur boulot sur ce groupuscule,
mais je pense qu'il en existe d'autres et que les choses vont aller en empirant, bien que moi je sois quelqu'un de très optimiste. Ouais. Très optimiste parce que je crois en la France, je crois en la résistance française et je veux bien évidemment parler de ces résistants de la première heure. Alors soyons nous également, et grâce à les résistants de la première heure. Moi je n'appelle pas à se armer ou à prendre les armes, mais à être vigilant et à rejoindre ceux qui s'organisent de façon à pas être mis devant un fait accompli, c'est-à-dire des attentats, des ratonnades, des crimes, etc. Nous marcherons, et j'appelle tous ceux qui m'écoutent et qui nous écoutent, il faut que nous marchions sur les pas de ceux qui ont su s'élever contre la barbarie, contre la collaboration, contre le fascisme. Nous sommes ces enfants de ces gens-là et il faut en garder le souvenir étroitement. Très bien. Et que ça soit d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, vous aviez des résistants. Et hier, j'expliquais à des gens qui me disaient « Mais alors Kamel, tu es d'origine algérienne, mais tu es également français. » Je suis également algérien et français de côté de ceux qui ont su s'élever contre la barbarie et contre la privatisation de liberté. Bon. Et ça, c'est un message très clair. Et je te remercie, mon cher Christophe, de me laisser le développer parce que c'est très important. Nous ne pouvons pas attendre à ce qu'on nous tire dans la rue. Vous voyez, c'est très important. On a bien compris, Kamel. Merci, cher Kamel. À très bientôt. Vous continuez de vous exprimer dans un instant dans le cadre de Libertad. Pour l'heure, le zapping. Le grand forum, le zapping sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Alors le zapping avec, tiens, il y a eu pas mal de choses à la télé ce week-end, ce qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, eh bien c'est dans le zapping du LGF avec notamment un qui a passé un week-end assez difficile. Il s'appelle Nicolas Dupont-Aignan qui était l'invité d'abord de On n'est pas couché, invité politique de Laurent Ruquier et de ses chroniqueurs. Nicolas Dupont-Aignan qui a visiblement passé un sale quart d'heure, voire même un peu plus. Écoutez. Je vais vous dire, si j'avais été au pouvoir en 2017, ça viendra peut-être. Oui. Vous savez ce que j'aurais fait, la première mesure? Oui. J'aurais laissé s'installer des camps de migrants, au lieu de les mettre dans nos banlieues, au bord des autoroutes, au jardin du Luxembourg chez Madame Angot, au jardin des Tuileries, au jardin des Tuileries, Quel jardin du Luxembourg? Au jardin des Champs-Élysées. Pourquoi est-ce que vous me logez au jardin du Luxembourg? Mais c'est quoi ces préjugés? Au jardin des Champs-Élysées. C'est quoi ces préjugés? C'est quoi ces préjugés? Près des beaux quartiers, vous auriez eu tous les camps de migrants pendant 15 jours. Et rassurez-vous, au bout de 15 jours de camps de migrants, sous vos fenêtres, vous auriez été les premiers à venir réclamer. C'est très populaire, monsieur. Avec des migrants sur les fenêtres. Mais c'est quoi, monsieur? Ça n'aurait pas fait. Ces préjugés. Il y a une chose qui est sûre, ça n'aurait pas fait voter pour vous, monsieur Dupont. Mais peut-être. Mais je vais vous dire, parce que cette petite caste, vous vous rendez compte de dire à Madame Angot, cette petite caste, vous êtes une petite caste qui prétendait accueillir des gens. Mais vous ne connaissez rien, monsieur. Accueillir des gens. Mais c'est bien parce que votre vrai visage. Il suffit d'attendre. En fait, il suffit d'attendre 25 minutes pour que votre vrai visage explose. Oui, ça fait du bien de vous voir tel que vous êtes vraiment. Vous êtes pire que Madame Le Pen. C'est ça qui est génial. C'est qu'il faut attendre 30 minutes seulement. 30 minutes seulement. Je vais vous dire. Vous fonctionnez par cliché. Non, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas qui sont les gens. Vous parlez de gens dont vous ne savez rien. Eh bien, écoutez, madame. Vous connaissez je vous emmène les demain. Choses. Mais elle n'a pas besoin, Christine Angot, que vous l'emmeniez demain. Mais non. Et moi, elle va peut-être changer d'avis. Vous connaissez nos vies, vous connaissez d'où on vient. En tout cas, je connais ce que vivent mes concitoyens. Et je connais que dans les villes de banlieue, où les gens ont rien pour vivre, mais vous croyez qu'on va jamais... Macron, attendez, écoutez-moi, au moins. Monsieur Macron réduit les aides sociales. Monsieur Macron a supprimé les emplois aidés. A supprimé les emplois aidés. Monsieur Macron a réduit tout. Et nos concitoyens ont de moins en moins d'argent. Et c'est tellement facile d'ici des beaux quartiers de dire accueillez les migrants, accueillez les migrants. Vous croyez qu'on dort là? Heureusement que c'est pas ma dernière émission, vous me l'auriez gâché. Je pense. Vous croyez qu'on dort dans la rue? Madame Angot, je pense que si vous viviez à Loli, à Vigneux, un des quartiers les plus difficiles de ma circonscription, vous auriez un autre visage. Vous y vivez? Non, mais moi ah tiens, non, vous non plus. Oui, mais moi j'écoute. Vous non plus, monsieur Dupont-Aignan. Alors taisez-vous vous aussi. Mais moi j'écoute ce qu'il dit. J'écoute ce qu'il dit.
c'est génial. Moi, je fais pas comme ça. Vous croyez que je suis né comme ça? Vous croyez que je suis né où? Vous croyez que je viens d'où? Je sais. Dans des HLM, monsieur. Je sais. Voilà. J'ai pas toujours gagné la vie que j'ai gagnée. Alors arrêtez d'avoir des préjugés. Vous n'étiez sûrement pas en HLM, vous, quand vous étiez enfant. Alors, à 20 ans, c'était pas la même situation. Mais il y a 20 ans, c'était même pas il y a 20 ans, c'était gentil de me rajeunir, c'était il y a plus longtemps que ça. Bon, il n'empêche qu'on y retourne, il n'empêche qu'on sait d'où on vient et qu'on n'oublie pas d'où on vient et qu'on sait les choses. Alors arrêtez de nous balancer qu'on fait partie d'une caste ou de je ne sais quoi. Ben c'est la vérité, c'est la vérité. Mais non, vous faites partie. La vérité. Et c'est vrai que Madame Le Pen et la famille Le Pen, eux, sont des pauvres qui ont toujours été pauvres et qui n'ont jamais hérité de rien. La vérité. Que vous ne voulez pas comprendre. Non mais franchement, elle vit où Madame Le Pen? Elle vit où Madame Le Pen? Vous qui avez failli être vous avez failli être son Premier ministre. Elle vit où Madame Le Pen? Elle vit où? Et son père, elle a hérité de quoi avec son père? Monsieur Ruquier, ce que je veux vous expliquer. Ils font partie de quelle caste? Mais ce que je veux vous expliquer, la vôtre, c'est qu'aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus de payer pour une fausse générosité qui se retourne contre notre pays et qui n'aide même pas les Français, les certains Africains. Français. Si c'était les Français, vous auriez été élus. Certains Français. Eh bien, de plus en plus de Français. Et ils n'en peuvent peut-être de plus en plus. Et c'est normal. Et j'ai le droit de les défendre. Et j'ai le droit de dire, il y a un moment, on ne peut pas continuer cette politique. Et que la vraie façon d'aider, j'ai quand même le droit. Et on a le droit de dire, il y a des solutions. Il y a des solutions pour développer l'Afrique, il y a des solutions pour contrôler nos frontières, il y a des solutions pour permettre l'emploi. Il y a encore 6 millions de chômeurs dans notre pays. Moi, j'ai des jeunes des cités dans ma circonscription qui... oui, il y a des jeunes des cités qui n'ont pas de boulot. Mais oui. Et ils ont envie de travailler. Ils ont envie de travailler. Et ils aimeraient peut-être qu'il n'y ait pas des travailleurs détachés qui ne payent pas les charges sociales en France et qui viennent sans payer les charges sociales en France et qui font qu'aujourd'hui il n'y a plus de boulot pour des artisans, pour des peintres, pour des carreleurs. Ça sur une clé USB, on l'écoutera à tête reposée. Ben oui, mais ça vous gêne. Tu nous saoules. Eh ben ça vous saoule, mais c'est la réalité de ce que vivent des millions de Français. Voilà, c'était là donc le passage chez Ruquier, très mouvementé comme vous avez pu l'entendre. Et bien ce matin, il était l'invité aussi de Pascal Praud dans l'heure des pros sur CNews et apparemment c'était guère mieux puisque Nicolas Dupont-Aignan était encore là. Le débat migratoire, il est au cœur. Bon. Jean-Pierre Chevènement et Nicolas Dupont-Aignan, quand il était encore, entre guillemets, respectable de mon point de vue, ils ont mis au cœur le débat, le débat migratoire. Vous trouvez qu'il n'est pas respectable? J'ai le droit de penser que Nicolas Dupont-Aignan, malheureusement, vous trouvez qu'il n'est pas respectable? est sorti du cercle démocratique. Ah oui, il est sorti du cercle démocratique alors comme 57% des Français. Non, mais 57% des Français Nicolas Dupont-Aignan vous répond. Elle ne pense pas. Aujourd'hui, vous pouvez le regretter. C'est Emmanuel Macron. Nicolas Dupont-Aignan. Non mais Elisabeth Lévy. Attendez, Nicolas Dupont-Aignan vous répond. Vous trouvez donc que Nicolas Dupont-Aignan est sorti du cercle démocratique et qu'il n'est pas respectable? Quand on fait alliance avec Marine Le Pen, oui. C'est extraordinaire. Donc, si je comprends bien, Monsieur Safran, il y a 10 500 000 Français, 10 500 000 qui ne sont pas respectables. Non, ils ne sont pas respectables. Parce que, soyez au moins honnête avec vous-même. Soyez cohérent. Si vous dites que je ne suis pas respectable et que je suis sorti du cercle démocratique... Vos idées ne le sont plus. Attendez, vous essayez de vous rattraper aux branches. Pas du tout. Si vous dites que je suis sorti du cercle démocratique et que je ne suis pas respectable, ça veut dire, soyez cohérent, que vous pensez qu'il y a 10 500 000 Français qui ne sont pas respectables. Ça veut dire qu'il faut interdire le Front National. En vérité, vous signez votre perte de crédibilité et en disant ça, vous n'êtes plus journaliste, vous êtes militant politique et le problème justement des Français, c'est qu'ils n'ont plus confiance dans les médias, dans vous. Pourquoi ils regardent Internet? Pourquoi ils achètent plus vos journaux? Parce que tout simplement, ils voient bien que vous n'êtes pas impartial. Et quand Jean-Luc Mélenchon le dit, il dit la vérité. Quand je le dis, on dit la vérité, c'est que les Français ne vous respectent plus non plus parce que vous avez pris parti. Voilà, dans un instant, suite et fin de ce zapping avec du Michel Drucker qui déclare sa flamme à Israël et du Sonia Mabrouk qui apparemment a la nostalgie de l'époque Ben Ali en Tunisie. A tout de suite, c'est le Libertad aussi à suivre. France
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Dans quelques instants, Libertad sur France Maghreb 2, vous allez pouvoir nous appeler évidemment pour continuer cet exercice de liberté au quotidien sur France Maghreb 2. Mais pour l'heure, je propose de terminer rapidement ce zapping après avoir écouté donc Dupont-Aignan qui a visiblement passé un mauvais week-end à la télé, chez Ruquier ce matin chez Pro, mais aussi que le célèbre animateur de France 2 du service public, Michel Drucker, revenu récemment d'un voyage en Israël, eh bien, lui déclare tout son amour. Écoutez plutôt, ça ne s'invente pas. Ah non, moi j'ai trouvé ce pays joyeux. On m'a dit avant de partir, tu vas en Israël, mais t'es fou. Tu vois, c'est dangereux. Comment ça, c'est dangereux? Pas du tout, non seulement ça, et puis surtout j'ai rencontré toute une jeunesse qui s'engage à 18 ans. Genre, on m'en avait parlé pourtant. Qu'à partir de 18 ans, voilà, on rentre dans l'armée les 2, 3, 4e premières années de sa vie, juste à la sortie de l'adolescence, on rentre directement dans l'armée, on commence les études après, et après on rentre dans la vie active. Mais là, je les ai vus. Je suis allé sur une base de salle. Vous avez piloté? Non, mais je me suis installé aux commandes de la F-15, moi qui suis fou d'aviation, je suis un peu fier. J'ai vu des Français qui sont venus ici, chacun a sa motivation, et j'ai vu surtout l'amour que cette jeunesse a pour ce pays, qui est quand même pas un pays comme les autres. Évidemment, je le savais, on a tout vu et tout écrit sur les... Mais quand on vient pas, quand on n'est jamais venu, on peut pas ressentir ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti un amour de ce pays et surtout une façon d'être toujours prêt à défendre. Hein? Voilà, Michel Drucker, vous l'avez compris, donc déclare sa flamme à Israël. Pour finir ce zapping, Sonia Mabrouk, qui est sur CNews, bien sûr, dans son émission, consacre régulièrement des sujets sur le foulard islamique. Eh bien, c'était encore le cas. Et au cours d'une de ces émissions, voici ce qu'elle déclare à propos de la Tunisie, en disant qu'elle n'en a jamais vu en Tunisie. Peut-être idéalise-t-elle, l'époque de Ben Ali, où à l'époque les femmes voilées étaient quelque peu réprimées. On s'en souvient. On parle du voile islamique. Très intéressant, le voile islamique. C'est-à-dire que le voile, il est devenu islamique, c'est-à-dire qu'il devient l'enjeu d'une religion. C'est très curieux, parce que moi je vois autour de moi, ça fait 40 ans que je travaille avec les émigrés. Il y en a très peu qui connaissent la religion. Hein? C'est-à-dire qu'ils mettent en avant, vous avez des gens aujourd'hui qui mettent le voile, qui ne le mettaient pas il y a 5 ans, qui ne le mettaient pas il y a 10 ans, qui sont ici depuis 20 ans. Mais je vais même rajouter quelque chose, madame. Ce voile islamique, moi je ne l'ai jamais vu dans le pays où j'ai grandi. Voilà. Hein? Donc moi je passe jusqu'aux dernières nouvelles un pays musulman. Donc je passe un tiers, je suis d'accord avec vous, je passe un tiers de ma vie dans les pays du Maghreb, bien sûr que je ne le vois pas. Alors ça veut dire, alors par ailleurs, voyez la contradiction, justement je faisais remarquer ça à mon mari dans le métro. Vous avez des gens qui ont le voile, qui prétendent le voile islamique. Ils ont des maquillages, ils ont des piercings, etc. Comme si nous, autrefois les religieuses, avec leurs cornettes, seraient maquillées avec des boucles d'oreilles. Ça vous fait rire. Vous voyez? Donc, c'est bien pour dire que derrière cette question du voile islamique, attention de ne pas mélanger ça avec l'islam. Parce que, alors à quoi ça sert ce voile? Eh bien, c'est un signe de communautarisme. Et c'est peut-être ça qui est inquiétant. C'est-à-dire, c'est le désir, le sentiment que dans cette société, il faut qu'on ressemble à quelqu'un. Et alors, voilà, les pères. Vous avez résumé tout le défi et de mettre cela avant la citoyenneté, l'appartenance à un pays, c'est que ça commence à aller mal. Je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est plus du journalisme auquel on assiste, c'est des gens qui viennent avec une opinion, hein. Voilà, il n'y a plus de neutralité chez les journalistes, n'est-ce pas, Madame Mabrouk? 01 40 33 9000, Libertad. Allez, pendant quelques minutes qui nous restent, vous nous appelez maintenant 01 40 33 9000. Vous avez envie de prendre la parole, de vous exprimer sur un sujet de votre choix. Je rappelle que d'ailleurs dans le premier groupe, là, l'Uruguay a écrasé la Russie 3-0. Donc l'Uruguay termine officiellement premier du groupe et affrontera le deuxième du groupe B, qui va défendre ses couleurs ce soir avec un Espagne-Maroc et un Portugal-Iran. Allô, bonsoir. Salut, Youssef Francis. Salut Youssef, qu'est-ce qu'il y a? Ça avait dit quoi vendredi? La Tunisie risque de prendre cher. Ouais. Ils ont pris 5. Hein. Bah ouais, c'est beaucoup, hein. Ce soir, je pense que le Maroc, c'est pareil. Hein. Ils vont prendre, moi je sais faire 3 ou 4 petits d'écart. L'Espagne, c'est costaud. Merci Youssef. La Tunisie, c'est la dernière chance. Je pense que la Tunisie peut gagner le match. Non, la Tunisie, non, mais la Tunisie est officiellement éliminée. Après, ils peuvent gagner. Au moins un match, peut-être. Le Panama. Peut-être. Merci Youssef. Salut Youssef. 01 40 33 9000. C'est vrai que si on fait le bilan un petit peu des prestations des équipes maghrébines,
j'aime pas trop dire monde arabe, moi, parce que c'est pas le monde arabe le Maghreb. Les équipes maghrébines, en l'occurrence la Tunisie et le Maroc, c'est pas glorieux quand même. Hein. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir madame, votre prénom? C'est Maghreb. Oui, bonsoir, votre prénom madame? C'est Amel. Amel, vous nous appelez d'où madame Amel? Je suis à Thiers là. À Thiers, très bien, on vous écoute. En Auvergne. On vous écoute, oui, je sais, c'est en Auvergne. On vous écoute Amel. À côté de Clermont-Ferrand, à 30, une quarantaine de kilomètres. C'est ça, oui, absolument. Qu'est-ce qui se passe Amel dans Libertad, on vous écoute? Voilà, je suis dans la voiture, j'attends mon mari, du coup, sur du boulot, et puis intervenir par rapport à la dame qui était maintenant de parler par rapport au voile islamique et tout. Ouais. Il y a des gens qui n'ont rien à faire avec... Elle prétend dire que les religieuses, c'est comme les religieuses, elles portaient des piercings ou bien des boucles d'oreilles, ça n'a rien à voir. Ouais, on confond tout, de toute façon on a l'habitude maintenant, hein. Amel. Comment? Je dis, elles confondent tout, on a l'habitude. Ils sont en train de confondre. Je comprends pas qu'elles disent que les religieuses, c'est comme si les religieuses portaient des boucles d'oreilles. Mais les femmes qui portent le voile sont pour autant des religieuses aussi. Hein. Ouais. Merci Amel. Bonne soirée du côté de Thiers, du côté de Clermont-Ferrand. Allez, une petite dernier pour la route. Demain, on sera de retour bien sûr avec... il y aura du monde demain. Au Sinras de retour. Il y aura Nadia Lazouni aussi qui sera avec nous. Et Nassim Lachlash. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Christophe, c'est Abdel, je suis en camion là, je suis vers Gonesse. Vas-y Abdel, tu fermes la boutique Abdel, qu'est-ce qui se passe? Alors mon petit Christophe, je vais être bref. Ouais. La dernière dame qui a parlé sur le voile et tout ça, je sais pas où c'est qu'elle a été au Maghreb. Ouais. Et je veux entre guillemets, je veux juste faire ça. Dès que je l'ai entendu, j'ai fait ça. Attends, je continue hein. Ouais. J'ai rien à ajouter. Bonne soirée, messieurs. MDR. Et chapeau pour les émissions que tu fais et tout le monde. Hein. Chapeau à France Maghreb 2. Hein. Merci Abdel, merci à toi et merci de ta fidélité. Bonne soirée. Ciao, ciao, bonne soirée. Voilà, bah écoutez, ça passe super vite. Bon, en tout cas, on est de retour très vite. Demain, à partir de 16h. Restez bien connectés aux réseaux sociaux, à savoir Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2, bien sûr, Twitter LGF officiel. Bonne soirée à tous. Rendez-vous demain, si vous le voulez bien, dès 16h dans un instant. Medjahed. 18h02, bon début de soirée, merci d'écouter votre radio France Maghreb 2. Bonsoir à tous. La justice ouvre une enquête sur le rôle des collectivités lyonnaises dans les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État aurait bénéficié de ristournes supérieures à la limite autorisée lors de la campagne présidentielle l'an dernier. 10 personnes soupçonnées de projeter des actions violentes contre des musulmans ont été interpellées dans la nuit de samedi à hier dans plusieurs endroits de France. Le Conseil français du culte musulman a exprimé sa profonde préoccupation. Le service Autolib à Paris est prolongé jusqu'au 31 juillet. Jusqu'à dimanche 1er juillet, le service d'autopartage fonctionnera normalement, mais dès le lendemain, le nombre de stations et de véhicules disponibles diminuera progressivement. Le tabac d'abord, puis l'alcool, une mauvaise alimentation et enfin le surpoids et l'obésité sont les 4 facteurs principaux en France des 40% de cancers qui seraient évitables selon des chiffres publiés aujourd'hui par 2 autorités de santé. Un mois après son geste héroïque, Mamadou Gassama n'en a pas encore terminé avec les honneurs. Après l'Élysée, la ville de Paris, la présidence malienne, le jeune migrant âgé de 22 ans a été récompensé de l'autre côté de l'Atlantique cette nuit. Il a reçu un prix lors des Beat Awards à Los Angeles. La viande bovine française pourra de nouveau être commercialisée en Chine, où elle était interdite depuis 2001. C'est le résultat d'un protocole d'accord signé à Pékin, en présence du Premier ministre français Édouard Philippe et son homologue chinois. À 2 jours du lancement des soldes d'été, les 43 salariés de l'entrepôt de la marque de vêtements pour hommes Brice, au Mans, se sont mis en grève. Ils craignent une disparition de leur site. Sport, football, 4 rencontres aujourd'hui dans la Coupe du Monde de foot. C'est le dénouement pour les groupes A et B. D'abord le groupe A depuis 16h, Arabie Saoudite, Égypte. Ces 2 équipes sont déjà éliminées. Et puis Uruguay, Russie qui se battent également pour la première place en ce moment. Et puis le groupe B à 20h, Iran, Portugal et Espagne, Maroc. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.